Et après, accompagner aussi les femmes. Là, c'est par conviction aussi, où il y a beaucoup de... Donc les femmes, c'est sur plein de thématiques, souvent liées à la grossesse ou, je sais pas, l'endométriose, la ménopause. Des problématiques qui sont vraiment féminines et qui, je trouve, la médecine... Enfin, ça peut être un bon complément, ça remplace pas les médecins, l'accompagnement, mais souvent, il y en a plein qui se retrouvent dans un espèce de petit trou noir, là, les médecins ne trouvent pas les solutions, tu vois, pour l'endométriose, il n'y a pas vraiment de... Ouais, ça peut être un petit plus qui peut aider. Ouais, ça peut aider à gérer la douleur, et puis aussi être un espace d'accueil de... Ok, qu'est-ce que tu ressens ? Parce que souvent elles se font rejeter, elles partent d'un médecin à un autre, ah bah je sais pas, tu pars à un autre. Bah en fait ça a des conséquences émotionnelles ça, donc d'avoir un espace où on peut t'écouter et accueillir et que toi tu puisses apprendre à accepter ce que tu ressens et ce que ça t'a fait, parce que c'était dur, ben franchement ça a pas de prix quoi. Donc ça peut vraiment aider, sur des questions d'infertilité aussi, les parcours PMA, c'est difficile, c'est des parcours qui sont hyper lourds et il n'y a pas forcément d'aide autour de ça pour les aider. Le postpartum, en fait, c'est plein de sujets sur lesquels on ouvre la parole. Il y a beaucoup plus de choses qui sont transmises entre femmes, même sur les réseaux, etc. C'est trop bien. Par contre, ok, on en parle, c'est cool, on libère la parole, mais qu'est-ce qui est concrètement fait pour accompagner ces femmes ? Genre le postpartum. Tout le monde en parle, ça peut être cool, ça peut être horrible, faut en avoir conscience. Ok, tu sais que les autres peuvent mal le vivre, mais sur qui tu peux t'appuyer pour réussir à développer des outils qui te font du bien et mieux le vivre, être plus à l'aise. Voilà. Ma mission, c'est ça. Ça va être ça. Ok, trop bien. Donc là, tu te formes encore. Et donc, tu as trouvé un compromis avec l'agence pour te former à côté de ça. Ouais, j'ai posé des jours, quoi. Ouais. Donc là, pour le moment, tu vas continuer à travailler en agence, puis te former encore toute seule à l'hypnothérapie. Ouais. Et donc après, ton but, c'est quand même de te lancer full-time sur l'hypno, quoi. Ah oui, vraiment. Okay. Là, si j'avais pu, je serais déjà... Enfin, voilà, j'ai déjà demandé une rupture, genre je serais déjà partie, mais vu que j'achète un appart, c'est pas possible. Mais j'aimerais bien en juin partir et me lancer complètement. Profiter comme les précédentes fois d'avoir le chômage, en fait, en filet de secours, en me disant ok, je sais que j'ai la com tout le temps, ça me rassure de me dire si jamais vraiment je suis en galère, c'est trop dur à développer, bon bah j'ai la com pour... je peux toujours trouver des petits clients par-ci par-là pour compenser, mais... Franchement, je vais me lancer direct, je vais essayer. Là, j'ai déjà commencé, en vrai, j'ai du coup 5 personnes que je vois. Là, c'est vraiment de l'entraînement pratique et après, je commencerai direct à faire des séances. Avec des clients. Et en fait, le moment où je vais commencer à communiquer, l'avantage de toute mon expérience précédente, c'est quand même ça. C'est la com. Même, si j'ai pas envie, j'ai plus envie, mais au moins par rapport aux autres praticiens, c'est vraiment ce qui fait la différence. Oui, puis même c'est ton projet à toi, donc communiquer sur ton projet à toi, c'est différent. Ouais, c'est clair. Bah, j'avais espoir justement, j'ai pensé, je me suis dit j'espère que ça va pouvoir me redonner le goût de ce que j'aimais quand même bien faire à la base des bases. C'était pas une torture comme là ça l'est. Donc j'espère que le fait effectivement de parler d'un projet qui soit cool, Mais oui. Et puis après voilà, j'ai plein de... Je me dis j'ai tellement de leviers que eux, tous les autres thérapeutes en vrai ne connaissent pas, savent pas utiliser ou ils peuvent pas débloquer le budget t'as un sacré avantage, Ça fait la diff. Ouais, de ouf. Et je pense que quand tu te spécialises aussi, ça fait la diff. Il y a deux écoles. Enfin, il y a vraiment là, dans la formation, il y a 2 teams, quoi. Je suis un peu seule dans la 2e team, mais... Ok. Moi, je suis persuadée que se spécialiser, c'est la bonne chose. Et après, c'est plus aligné avec moi-même, où je me dis, en fait, ça veut dire que toutes les personnes, je vais tellement apprendre de chaque personne que je pourrais encore mieux accompagner à chaque fois, encore plus loin, et faire le plus de bien possible. Alors que je trouve que il y a tellement de problématiques que tu peux voir en hypnose. Enfin, tu peux travailler sur les traumatismes, sur les deuils, sur les douleurs, sur ci, sur ça. Enfin, c'est tellement vaste qu'en fait, si tu vois tout le monde... je trouve que tu vois tout et rien à la fois. Parce que c'est tellement dispersé, à part au bout de 10 ans d'expérience, de carrière, où là, t'as vu assez de monde pour... Mais c'est forcément plus dilué que quand t'es vraiment spécialisé focus, tu peux voir ce qui fonctionne le mieux, et du coup, l'appliquer plus souvent, et le réadapter, te faire tes propres protocoles, enfin... Voilà. Mais c'est passionnant, franchement, j'ai l'impression que mon cerveau se réactive, que je peux enfin réfléchir. Parce que tu fais tellement tout par automatisme après au travail... Là, tous mes trucs, je les gère comme ça, c'est le confort. Après, c'est la sécurité de te dire, j'ai pas à réfléchir. Parfois, c'est agréable, mais franchement, il commençait à nécroser, là, mon cerveau. C'était chaud. Ouais, en plus, là, t'as vraiment tout changé, ton orientation. Comment je peux dire ça ? Ta principale voie, parce que là, t'en peux plus, t'es au bord du burn-out, limite. Donc, t'as osé changer complètement de voie pour ton bien-être. Ouais,
On va voir, hein, j'espère que ça va marcher. Ça fait peur, hein, franchement, je dis pas que j'y vais sereine. Hein. Autant me lancer en auto-entreprise dans la com, que je gère, je sais de quoi je parle, je sais où je vais. Ouais. J'avais pas peur sur la mise en place et ce que je propose, j'ai confiance en mes compétences. Autant là, ne serait-ce que faire des séances, voilà, pour m'entraîner et tout, c'est une posture à prendre, c'est une position à prendre, et voilà, ça vient avec le temps, hein, je sais que ça va venir, mais tu repars vraiment de zéro, quoi. Tu sais pas ce que tu vaux, tu te compares un peu aux gens de la formation, mais c'est pas, enfin voilà, ça va pas... Faut s'accrocher, il va falloir se faire confiance, quoi. C'est pas facile. Alors, tu nous as déjà un peu parlé des défis que tu as pu rencontrer quand tu t'es lancée en free. Ouais. Mais est-ce que tu en as un autre à nous partager qui t'a marqué ? Ouais, du coup, je pensais notamment, que j'ai pas dit, c'était sur le fait de... Enfin, ce qui était difficile pour moi, justement en étant empathique, c'était quand je m'attachais un peu à mes clients, parce que voilà, tu crées un lien forcément. Et ben, j'avais du mal à mettre mes limites. Mais ça m'arrive aussi en entreprise, mais c'est difficile pour moi de dire, bon bah... Quand il faut payer quelque chose en plus ou que ça sort du cadre de ce qui a été signé dans le devis, c'était hyper dur, j'osais pas. Ouais. Donc je marchais sur des œufs, je disais si jamais... Ça c'était trop dur. Parce qu'en fait il faut t'imposer sur tes tarifs et puis sinon tu te fais écraser. Et bah voilà, souvent j'ai passé l'éponge sur des devis. Quoi. Ouais. Et comment tu définis tes tarifs comme ça en free, en com ? Est-ce que tu te fies par rapport à ce que la concurrence fait ou vraiment tu... Par rapport vraiment à ton taf Pardon. Oui, j'ai fait par rapport à la concurrence de ma région. J'ai fait d'abord la concurrence, j'ai regardé à Paris ce qui facturait. Après, j'ai fait une échelle à peu près en proportion sur Malte, etc., de voir combien ils prenaient dans le sud. Et j'ai essayé de me caler à ces tarifs-là. Et après, c'est par rapport au pack un peu. C'est pas des packs, j'ai pas des packs, mais par rapport à ce que je m'adapte vraiment à ce que les gens me demandent. S'il y a de la création de contenu ou s'il n'y a pas de création de contenu, qu'est-ce que c'est la création de contenu ? Est-ce que c'est des vidéos ? Est-ce que c'est des photos ? Est-ce que c'est de la créa graphique ? Combien de fois il faut que je me déplace pour faire des shootings ? Enfin, voilà. J'adapte en fonction vraiment de ce qu'ils veulent et je fais en fonction. Et si c'est trop, c'est un trop gros dispositif, je facture à l'heure. Okay. J'ai un montant. Okay. Et forcément, j'adapte en fonction de la personne que j'ai en face. Si c'est une plus grosse entreprise... ouais, parce que t'as déjà eu des clients qui t'ont dit « Ouais, non, c'est trop cher, ça ne va pas... » Ouais, bah souvent les plus petites entreprises, je vais pas tout de suite au plus bas parce que je sais qu'il y a une marge de négociation, vaut mieux pas partir direct du plus bas, sinon tu finis avec plus rien, quoi. Ce que je faisais aussi pour bien calculer mes tarifs, c'était de savoir, ok, si je fais cette prestation-là avec cette personne et que j'enlève mes charges, combien je vais vraiment gagner. Et comme ça, j'essayais de faire client par client et voir si mis bout à bout, j'ai trouvé mon compte ou pas, quoi. Ouais. Et voilà, ça c'était vraiment la façon que j'avais d'établir mes tarifs. Ok. Et quand tu parles de charges, c'est des charges... tes charges perso ou tes charges pro? Non, les charges pro. Et tout. Que les charges pro. Ouais, l'URSSAF. Mais j'ai enlevé mes 26%. D'ailleurs, parle-en nous. Comment ça se passe le lancement d'une entreprise comme ça, en free, au niveau administratif, comment ça se passe? Alors vraiment, je précise que je suis pas une très bonne élève. Mais franchement, ça a été hyper simple en tout cas, l'entreprise en communication. Là, c'est une toute nouvelle organisation pour l'hypnothérapie, c'est autre chose. Ouais. Mais en com, j'ai juste créé ma micro-entreprise en 2-2 sur l'URSSAF. Okay. Ce que j'ai fait avant quand même, c'est que j'ai acheté un livre, genre micro-entreprise pour les nuls, ou un truc vraiment expliqué de façon hyper basique, pragmatique, simple, avec des calculs faciles. Parce que sinon, ça passait pas du tout dans mon cerveau, c'était une catastrophe. Et comme ça, je me suis fait mes petites notes pour être sûre de pas... Parce que je sais pas, j'ai jamais trop confiance. C'est toujours un petit truc qui sort du chapeau et on te demande 3 000 €. Mais voilà, il y avait juste à créer son entreprise, en tout cas sur l'URSSAF. Qu'est-ce que j'ai dû faire en plus ? C'est tout. Et après, du coup, c'est mensuellement bien penser à faire ses déclarations. Bien télécharger ses justificatifs de déclaration. Et vu que j'étais au chômage, c'était encore un fonctionnement particulier. Ok. Ça peut peut-être être... Ah, parce que tu peux cumuler les deux, être au chômage et... Bah alors, à l'époque... Alors, apparemment, ça a changé maintenant. Je vais voir ce que ça donne prochainement. Mais en tout cas, quand moi, je me suis mise au chômage, il y avait le système de... Tu touches ton chômage, je sais pas, j'avais 1 000 € par mois. Ouais. Et en fonction du chiffre d'affaires que je déclarais à l'URSSAF, ils m'enlevaient le montant de chiffre d'affaires. Donc, si j'avais gagné 500 €, ils me payaient que 500 € de chômage et j'avais donc je restais sur 1 000 €. C'est pour ça qu'il faut chiffrer, il faut y aller, sinon tu gagnes rien. Mais par contre, l'avantage, c'est que
c'était comme si... Parce que l'argent, ils te le doivent, le chômage. Donc en fait, ça me rallongeait le chômage dans le temps. Ok. Donc il y en a, j'ai des potes, ils sont restés 3 ans au chômage comme ça parce qu'ils Ok. rentraient de l'argent, ça marchait bien leur business, donc ils décalaient dans le temps. Je crois que maintenant, il me semble, si je dis pas de bêtises, à vérifier, vraiment à vérifier, mais ils auraient apparemment changé le fonctionnement en se disant, si ton entreprise, elle a été créée déjà en amont, par exemple là, mon entreprise, elle a été créée avant que je me remette au chômage, quand j'aurai potentiellement ma rupture. Si ton entreprise, elle a été faite en amont de tes nouveaux droits, alors ça peut se cumuler. Et dans ces Ok. cas-là, j'aurai mon chômage plus le revenu de mon auto-entreprise. Et là, ça fait plaisir, parce que en 2-2, tu peux vite Ok. être bien et Mais- avoir le temps de te développer. Mais à partir d'un certain moment, d'un certain montant, tu dois ne plus toucher. Sinon, c'était trop simple de toucher les deux à chaque fois. Non? Non, normalement, Tu il peux n'y a tout pas le temps. longtemps, c'est Ah juste ouais? qu'après, ton chômage, il s'arrête. Et il me semble que du coup, Ouais, ton voilà. chômage est limité dans le temps. Maintenant, ça se rallonge plus. Ou Mais il y a voilà, un c'est ce truc que je comme voulais ça, dire. et Ça c'est s'est mis coupé, dans le quoi. temps quand même. Ouais. Du coup, je crois qu'il y a 1 an de chômage maintenant. Ok. Et du coup, maintenant, tu disais que la démarche était différente pour se lancer là en tant que hypnothérapeute. Ouais. Du coup, c'est quoi qui change? Alors, les termes techniques, je les aurais pas, mais je pense que du coup, j'appartiendrai pas au même organisme auquel je suis affiliée là. Parce que du coup, tu es rattaché à différents organismes en fonction du secteur dans lequel tu travailles. Alors, je serais incapable de dire auquel j'appartiens en communication. En tout cas, j'ai fait un rendez-vous avec un truc qui s'appelle conseiller en évolution professionnelle. Hyper cool. Moi, j'avais déjà mon projet qui était bien défini, mais en gros, le principe, c'est que peu importe où t'es en France, t'as droit à des rendez-vous en illimité, gratuits, avec un conseiller qui va être spécialisé dans ce que toi, t'as envie de faire. Si t'as envie d'être en auto-entreprise ou si t'es plutôt artisan, ça va être un autre organisme qui t'accompagne. Mais du coup, tu peux dire, ben, je sais pas, j'ai un projet de reconversion, voilà ce que j'aime pas. Un peu comme un bilan de compétences, je pense, tu vois. Et tu leur donnes des pistes et eux ils te disent ok bah par rapport ils ont une vue du marché déjà de ta région, ça peut être hyper cool de savoir pour déjà savoir si ça va fonctionner, s'il y a de la demande, combien tu vas potentiellement pouvoir en tirer en termes d'argent, et elle te met en place tout ton comment dire, ton accompagnement pour réussir à aboutir au projet. Si tu as envie de partir aussi de ton entreprise, qu'est-ce que tu peux faire comme démarche? Si t'as pas une rupture, quelles sont les autres possibilités? C'est un peu pour ça que je les avais contactés aussi à la base, pour savoir, ok, si j'ai pas de rupture, qu'est-ce que je peux faire? Bon, spoiler alerte, prioriser la rupture parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix. C'est compliqué. Mais du coup, j'ai pu lui poser des questions aussi sur l'accompagnement et la création d'entreprise en elle-même. Donc, je crois que je suis rattachée à la FFPP ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle m'a conseillé donc, d'aller... En fait, c'est des organismes desquels on peut se rapprocher pour que eux financent certaines formations qui proposent eux de leur côté. Et là, notamment, il y a une proposition que mon futur organisme propose, qui est sur l'aide à la création d'entreprise dans ce milieu spécifique du médical que je connais pas du tout, quoi. C'est pas des indépendants, je sais plus comment on appelle ça, des libéraux, voilà. C'est toutes les professions libérales, bah voilà, c'est pas géré par le même organisme que quand t'es en indépendant en communication. Donc là, franchement, je me suis pas encore mise, mais au moins j'ai une piste et ça peut être cool de savoir qu'ils peuvent financer certaines formations, n'importe quel organisme. Donc du coup, on l'a bien compris que t'as souvent eu t'as eu ce parcours de je me lance en free, je retourne en salariat, je me retourne en free, tout ça. Ouais. Et, et du coup, est-ce que ça a été compliqué pour toi de chercher un travail en étant en free? Est-ce qu'il y avait certains employeurs qui étaient un peu réticents par rapport à ça? Au début, c'était surtout c'était pas tant le fait d'avoir été free, je pense, qui a bloqué, c'était le fait de quitter très fréquemment les expériences. Parce que, on en parlait, mais c'est vrai que quand ça me plaît plus, ou quand je m'y retrouve pas, ou quand je me sens vraiment pas bien, bah je pars. Parce que en fait, ça sert à rien. Dans tous les cas, je suis pas motivée, j'y arrive pas, je perds l'envie. Et du coup, il faut tout le temps justifier. Donc parce que forcément, avant, dans l'époque de nos parents, nos aïeuls, c'était, tu fais 15 ans dans la même entreprise. Et en fait, si tu changes souvent, bah, t'es vu comme quelqu'un de pas stable, pas fiable. Ah ouais, mais ça veut dire que s'il y a un truc qui te va pas, tu pars. Donc voilà, comment c'est qu'on peut te faire confiance? Je pars du principe que si tu sais justifier et dire pourquoi tu pars et que t'es honnête, bon bah après...
au moins ça fait le tri aussi, c'est de dire l'entreprise elle est réfractaire, bah c'est quoi, c'est que j'ai rien à faire dans ton entreprise, c'est que déjà ça va pas coller entre nous. Le côté être allé en free, je pense que c'était plutôt enfin, j'en sais rien, un avantage, un désavantage, ça dépend des personnes. L'avantage en tout cas, ce que eux retenaient, j'avais l'impression, les employeurs, c'était que du coup tu oses te lancer, t'oses faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, forcément ça t'amène à faire 1 milliard de trucs, te développer commercialement, aller à la relation client, enfin ça te développe un panel de compétences, franchement tu dois te débrouiller, si tu veux y arriver t'as pas le choix, donc et ça montre aussi l'adaptabilité, de dire ok t'as plus de clients, tu dois en trouver un autre. Moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois, dans certaines entreprises c'était perçu comme ça. Après ce que j'ai toujours fait c'est que là, enfin autant avant j'arrivais à bien justifier, parce que c'était compliqué, j'étais à Paris, je suis partie à Marseille, oui j'ai quitté parce que je veux partir de Paris. Après de Marseille à Montpellier, je lui dis parce que Marseille me plaisait pas, donc je suis partie. T'es obligée de raconter ta vie privée. Moi c'est plus ça qui me saoule. En fait, juste regarde mon expérience, ce que j'ai fait ça te convient pas, ça te parle, bon ben arrêtons-nous là, je suis pas obligée de te raconter ma vie en long, en large, en travers. Ouais, ils cherchent tout le temps de la justification de pourquoi t'es pas restée là-bas. Voilà, pourquoi t'étais pas à Marseille, et pourquoi ça vous plaisait pas, ben je sais pas, ça me regarde. Mais bon, partageons tout déjà, c'est pas de soucis. Donc, et c'est juste là, forcément, en me disant que j'allais pas avoir une rupture, etc. Au début, je cherchais un peu, je me disais, bon, là j'en peux plus, vraiment, je suis fatiguée, je suis claquée, Avant de penser à la reconversion, je m'étais dit, je vais partir, je vais changer d'entreprise. Et bon, forcément, dès que je voyais des postes, je me disais, ça me plaît pas, ça me fait chier, c'est la même chose. Et là, c'est la première fois où j'ai eu la sensation que ça commençait à faire beaucoup. De trop d'expérience, trop de moments où je veux changer, etc. Alors qu'avant, je sais pas, c'est fluide quoi, je l'explique honnêtement, là j'ai changé, là je voulais pas faire ça, là je suis partie parce que ça se passait mal, le mec était toxique, bah c'est tout, ma foi il avait qu'à être normal, je m'en fous, hein. J'ai rien à me reprocher, donc je suis alignée avec ce que je propose, et après ben voilà, à l'entreprise de prendre le risque ou pas, mais là c'est la première fois on me disait ouais voilà vous changez beaucoup, mais je me dis l'impact que ça peut avoir pour les gens, te dire t'imagines, ça se trouve elle se serait forcée à faire 1 an dans un truc où elle a déjà tout vu, et passer à côté d'un truc dont elle rêve, parce que les gens, les employeurs attendent de nous qu'on fasse oh mais je sais pas, genre, ça suffit, c'est quoi, tu veux te forcer, du coup t'es pas bien, donc ça impacte l'entreprise, ça impacte l'équipe, ça je sais pas, je trouve que ils vraiment pensent pas à tout ce qu'il y a derrière. Non, mais c'est parce que voilà, c'était comme ça à l'époque et là on évolue encore sur ça, donc il y a un choc des générations, et autant des générations des managers, de ceux de, je sais pas, je dirais 40-45 avec nous 30, mais alors entre 45 et vous, mais c'est l'explosion, laisse tomber, ils comprennent rien. Là, je me dis encore, ils ont de la chance, genre dans l'entreprise où je suis. La moyenne d'âge, c'est 30. Le jour où il y en a que des 24 qui arrivent, ça va pas être la même chose, à mon avis. Ça va pas se passer pareil. Et tant mieux, franchement, c'est très bien, parce que je me dis, nous, on est encore dans ce moule-là, quand même, de nos parents qui nous ont transmis ça, par leur éducation, dire, même moi, mes parents, ma mère, si elle était encore là, elle me disait, arrête de changer tous les 6 mois, c'est pas possible. Elle me mettait des bâtons dans les roues pour déménager et tout, et moi je me dis mais je veux pas rester là quoi, genre je suis têtue, enfin c'est mort, je veux pas être mal. Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont coincés là-dedans et qui osent pas se lancer, même en free, parce que t'as trop peur, ça a tellement été diabolisé ce truc et tout que du coup ça fait peur en fait, ça fait peur. C'est ça. Mais faut y aller franchement, y a quoi à perdre. Ils trouvent toujours des solutions, franchement, moi je me dis c'est toujours possible de rebondir. Si t'y arrives pas, mais c'est pas grave, tu iras faire vendeuse, tu iras faire autre chose. Ouais, il y a toujours un truc à trouver. Il y a pas de mauvais métier, il y a pas de faire un truc où on demandera moins d'expérience, je veux dire, mais ça se trouve tu t'épanouiras encore plus, t'en sais rien en fait. Ça arrive pas pour rien, donc... Ouais, c'est clair. Voilà, je me suis bien écartée de la question. C'est trop cool, on a abordé un sujet. Selon toi, Camille, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque statut, donc le statut de entrepreneur, freelance, tout ça, et le statut de salarié. Bon, du coup, j'avoue devant tout le monde, mais j'ai fait une liste quand même. Faut être sûr d'être cadré. En tant qu'entrepreneur, ce que personnellement j'ai trouvé le plus avantageux, c'était de vraiment pouvoir rapidement gagner plus que ce qu'on te propose en tant que salarié. En tout cas à Montpellier, après dans d'autres villes j'imagine que c'est différent, par contre rien à voir quoi. J'ai doublé mon salaire en très peu d'efforts et en beaucoup moins de temps passé à travailler, précisons-le. Plus de flexibilité, ça c'est pas une surprise, franchement il n'y a pas de doute. Franchement c'est...
oh t'es pas bien, t'es fatigué, je sais pas, juste de te lever à l'heure que t'as envie de te lever. Faut se lever, c'est sûr, Attends, mais justement, c'est pas un avantage comme un inconvénient, ça? faut se donner un... Ouais, Mais tu vois, je me lève pas à 7h30, franchement j'en peux plus, ça me Ouais. fatigue. Je me lève à 9h et je suis trop efficace. Ouais. Et si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause et après je suis trop efficace aussi. Et si je veux bosser le soir, je bosse le soir. En fait, tu peux bosser quand t'es efficace. Et franchement, c'est beaucoup plus agréable parce que le reste du temps, tu profites et t'es pas forcé derrière ton ordi. Mais ça, tu vois, je pense que ça dépend à chaque personne parce que toi, je pense que t'es assez discipliné pour te dire, ok, là, je suis efficace à ce moment-là. Mais je pense que ça peut être un truc assez compliqué à mettre en place si tu te connais pas ou... Ouais, oui, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que c'est un... Ouais, voilà, t'apprends... Oui, ça peut... oui, c'est vraiment là ce qui, moi, est un avantage c'était pour moi. Oui. Donc je trouvais que du coup la flexibilité ça apportait forcément plus de respect de ses besoins. Je sais pas, j'ai envie d'aller chez le médecin, j'ai envie d'aller au sport, j'y allais n'importe quand il y avait personne à la salle. Mais quel kiff, franchement ça avait pas de nom. Et du coup j'avais un meilleur équilibre et même une meilleure santé parce que je pouvais faire des trucs que je sais pas, tu finis le taf à 17h30, 18h, tu vas à la salle mais c'est horrible, ça pue, t'as pas envie. Donc vraiment c'était cool pour ça. Et tu sais pourquoi tu bosses. En fait, l'argent, tu le fais, c'est toi qui le fais, tu récupères tes charges, etc. comme tout le monde, mais il n'y a pas d'entourloupe, c'est toi et toi-même, tu gères ton truc. Et si t'y arrives pas, enfin si t'as chié, je sais pas, t'es pas contente de ce que t'as gagné, ok, bah qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux mais ça dépend de toi, c'est toi qui impulse ton truc. Les inconvénients, selon moi, vraiment pour moi personnellement, c'était quand même très stressant de se dire que tu peux perdre tes clients comme ça. En un claquement de doigts. J'avais toujours... Donc au début, j'avais pas vraiment de contrat avec mes clients. Parfois même, ça m'est arrivé de ne pas faire signer de devis. Grave erreur, ne jamais faire ça. Non mais, stupide girl. Par confiance, par... ok, on se connaît et tout, bien sûr, elle va me payer. Grosse erreur. Jamais. Terminado, ça. Donc toujours des devis, toujours des contrats. Toujours. Et ce que je fais, c'est toujours paiement au moment d'envoi de la facture. T'as pas de délai, t'as pas de truc. Je reçois ma facture, tu payes. Allez, une semaine, je suis sympa, mais tu payes quoi. Bon, en tout cas... La leçon que j'en avais tirée, c'est que je faisais des erreurs, parce que franchement, j'ai aucun exemple dans ma famille de personnes entrepreneurs, je suis la seule. Ouais. Je suis un peu bizarre, du coup, c'est considéré comme étant bizarre, tu vois, t'es créatif, un peu catégorisé. Mais j'ai appris de mes erreurs, j'ai fait les conneries, et en fait, après, bon bah, ok, c'est pas grave. Franchement, je m'en suis mordu les doigts, j'ai loupé je sais pas combien d'euros, mais après, j'ai pu faire l'erreur.